Épisode 7, l'alternative urbaine. Bon alors Arnaud, on est où là maintenant? On est toujours à Brooklyn, Comme ce matin. comme ce matin. Mais on a pris le métro pendant plusieurs stations, on s'est déplacé, on est toujours à Brooklyn. Oui, Brooklyn, c'est un des plus grands arrondissements de New York. Pour comparer avec Paris, par exemple, hein, c'est 2 fois la surface de Paris. Et pour autant, c'est le même nombre d'habitants, 2,5 millions d'habitants. C'est combien déjà New York en tout en habitants? On est à 8,5 millions en tout. Ah ouais, New York. donc c'est un petit peu plus qu'un quart même de la population de New York. Qu'est-ce qu'on est censé faire cet après-midi du coup? Alors là, on change complètement de décor. On va aborder une des thématiques phares du voyage, qui est le street art. D'accord. Alors à nous les graffitis, l'art sur les murs et tout ça quoi. Donc effectivement, on est arrivé dans la partie la plus au nord, on va dire, de Brooklyn, sur un quartier en quelque sorte qui s'appelle, enfin oui c'est comme un quartier, qui s'appelle Bushwick. On est vraiment en dessous du Queens en fait, après on passe dans le Queens. Donc là je suis à un angle de rue, en face de moi j'ai des visages indiens. Sur le côté on a des squelettes avec des cartes à jouer. Juste encore après on a une créature très mince, très maigre, avec une tête de souris qui enlace une jeune fille nue, qui elle-même est enlacée plus bas par une autre créature taille enfant, avec aussi une tête de souris posée sur sa tête. C'est très étrange. Et c'est parti, donc là on rejoint Audrey, notre guide, que maintenant vous devez connaître par cœur. Elle arrive et puis elle commence à nous parler de l'historique du quartier. Audrey, la guide, nous montre encore, comme à son habitude, quelques visuels en fait du quartier. Déjà, nous, à première vue, il ne ressemble pas du tout à ce qu'on a vu jusqu'à présent. On a des bâtiments qui font assez anciens, pas forcément super entretenus pour certains, pas mal de rideaux de fer, les câbles aériens très nombreux. Ça vend pas du rêve hein, à première vue. Et elle nous explique que on a toujours cette impression de toute façon qu'elle nous redit la même chose, c'est que c'était un des quartiers les plus dangereux de New York. Et c'était une population très latinos qui habitait dans ce quartier-là, et qui ont essayé de remettre un petit peu de l'ordre parce que ils avaient l'habitude de gérer des quartiers qui étaient assez dangereux. Ah oui, et c'était quand ça? Dans les années 70. Et puis au fur et à mesure, ça évolue comme elle nous a expliqué, puisque tout se déplace vers l'Est. Donc on part des quartiers un peu dangereux de l'Est pour les gentrifier et revenir à une population ou à des choses qui nous ressemblent un peu plus. Effectivement, dès la sortie du métro, c'est des couleurs à gogo, des super peintures, des fresques en fait vraiment gigantesques à la hauteur d'immeubles. Hein. Et on est vraiment dans ce qu'on peut appeler la Mecque du street art, la Mecque du graffiti, quoi. Alors bien sûr, la police de New York et l'État de New York a voulu remettre un peu ce quartier dans le droit chemin, mais cette évolution, on le doit aussi et surtout à une personne et via ce street art. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Arnaud? Ah, tout à fait, donc la personne à laquelle tu penses s'appelle Joseph Ficalora, dit Joe pour les intimes. Il habitait tout au bout de la rue dans laquelle on se trouve. Et en fait, ce qui est un peu tragique quand même dans son histoire personnelle, c'est que son père malheureusement s'est fait tuer ici dans ce quartier. Donc à l'époque, comme tu l'as dit, hein, Céline, c'était très mal famé. Sa mère du coup est décédée quelques mois plus tard d'une grave maladie. Donc il ne pouvait pas vivre là, à cet endroit-là, avec tous ces mauvais souvenirs, sans essayer de trouver un moyen de s'en sortir. Et donc il y a eu l'idée de mettre vraiment de la couleur dans ce quartier. Et du coup, on parle du renouveau de ce quartier comme étant le Bushwick Initiative. Et lui, il a donné un nom aussi à sa démarche à lui. Il a créé le Bushwick Collective en 2011. Il a du coup toqué auprès de ses différents voisins pour leur demander est-ce qu'ils prêtent leur mur pour pouvoir graffer en toute légalité. En fait, ce qui est génial, c'est qu'il a fait du graffiti un art et quelque chose de respecté, d'organisé, de programmé, de réglementé. Et on ne fait pas un graffiti, un graphe ou un tableau par hasard sur n'importe quel mur en recouvrant un autre, etc. Il fallait respecter les règles que lui avait mis en place
pouvoir avoir le droit en fait, d'accéder à un mur. Donc ça a révolutionné en fait le street art. Ouais, tout à fait. Et encore aujourd'hui, hein, vous pouvez pas, même si vous êtes très réputé en termes de compétences de graphe, vous pouvez pas peindre n'importe où. C'est toujours Joe qui décide qui peut peindre où. Et ce qui est génial avec les graphes, c'est que forcément, vous pouvez admirer l'œuvre, mais Audrey, elle va nous permettre d'accéder en fait aux détails, c'est-à-dire même la signature. On va pouvoir comprendre qu'il y a les artistes américains les plus connus et mondiaux aussi, qui travaillent avec lui à donner de la couleur, de la vie et de la valeur à ce quartier. Ça paraît rien, mais c'est quand même une petite révolution parce qu'à l'époque, hein, dans les années 80, en fait, les jeunes, ils voulaient s'exprimer, donc ils taguaient leur message sur les trains. Parce que les trains faisant le tour de la ville, ça leur permettait de communiquer grâce à ce média-là. Et donc le fait qu'il y ait un quartier où quelque part c'est autorisé, c'est même encouragé de taguer, en fait les tags ont disparu des endroits interdits, si je puis dire, et donc du coup ça devient vraiment un art, ça prend même de la valeur en fait. Et nous, par exemple, dans nos banlieues parisiennes, etc., on pourrait se dire, tiens, à partir du moment où il y a beaucoup de tags, beaucoup de graphes, etc., c'est que t'es dans un milieu pas très sécure. Et bien au contraire, aujourd'hui, en fait, c'est un souffle positif qu'a amené le street art. Et du coup, le quartier de Bushwick, il fait désormais partie des quartiers les plus touristiques de Brooklyn. Voilà, on y croise énormément de monde dans la journée, de cultures très variées, c'est très hétéroclite. Et il n'y a pas vraiment de problème, on ne s'est pas senti en insécurité quand on a parcouru les différentes rues du quartier avec notre guide. C'est effectivement une autre façon de vivre que la foule intense, le bruit, la circulation de Manhattan, mais c'est pas pour autant qu'on a l'impression qu'il y a un mec qui allait débarquer avec un gun, quoi. C'est hallucinant le nombre de peintures qui recouvre les murs ou les rideaux métalliques. Et Audrey qui nous explique que en fait, le quartier est vraiment en pleine mutation et qu'il y a encore aussi ici des indices qui nous permettent de voir ça. À certains endroits, en fait, les vieux rideaux métalliques ou les murs un peu abîmés font l'objet de travaux. On voit des bâches, etc. Des grandes fenêtres qui sont installées un peu façon atelier, un peu façon loft, dans les noirs, dans les rouges briques. Voilà, un truc un peu plus tendance au niveau de la mode immobilière et puis de tout ce qui est agencement loft. Et on sent, ça c'est les indices qui montrent qu'en fait la population est un petit peu en train de changer et devenir in en fait sur le quartier. Donc on se demande aussi du coup ces murs-là, comme ils sont refaits, est-ce qu'ils vont être tagués, etc. Le mécanisme pour remplacer une œuvre, il est assez simple, hein. L'idée c'est de repeindre tout en blanc. Une fois que c'est repeint en blanc, à ce moment-là, vous pouvez réappliquer la nouvelle fresque par-dessus. Mais au bout de combien de temps ? En règle générale, une fresque, je viens de dire qu'elle reste en place 2 ans. Donc ça va quand même assez vite. Il y a une exception, c'est que chaque année en juin, il y a une fête qui s'appelle la Block Party Bushwick, où là, tous les artistes sont conviés pour vraiment célébrer en fait cette démarche. Et donc forcément, c'est l'occasion de s'exercer, donc de refaire des fresques. Donc ça remplace beaucoup plus fréquemment certaines œuvres à ce moment-là. Mais du coup, les artistes, ils peignent gratuitement, ils doivent payer pour accéder à un mur. En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait toute cette démarche de mise en valeur du lieu ? Mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus en fait ? C'est vraiment un lieu d'expression, donc a priori ils ne sont pas rémunérés. Par contre, ils peuvent toucher de l'argent de la part de gens qui veulent soutenir en fait cette démarche. Et à ce moment-là, tout est reversé à l'association, hein, donc la fameuse Bushwick Collective, qui elle, finalement, fait des dons en faveur de la lutte contre le cancer, puisque voilà, c'est l'histoire en fait de Joe, hein, ainsi que dans l'hôpital où ses parents ont été soignés. D'accord. Et si j'ai bien compris, comme rien n'est jamais idéal et que on ne vit pas dans un monde de bisounours, il y a un peu de concurrence qui essaye de se faire la place, non ? Alors, c'est vrai que, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait évoqué Colossal Media, c'est une entreprise qui fait de la publicité sous forme de peinture.
Et donc Colossal Media, en fait, ils ont compris qu'il y avait un business. Et donc clairement, bah, ils vont toquer à la porte des gens pour demander aux propriétaires s'ils seraient prêts à échanger un mur contre une somme d'argent, par exemple 2000 $ par mois, pour que Colossal Media puisse faire de la publicité. Oui, et puis forcément, comme le quartier devient de plus en plus populaire, branché, etc., forcément ça attire les touristes. Donc il y a tout un intérêt à avoir arrivé des grandes publicités, alors qu'avant, c'était des quartiers qui n'étaient pas fréquentés parce qu'ils n'étaient pas fréquentables. Donc aucun intérêt pour ces sociétés-là de venir mettre de la publicité. Bah, clairement, là, en avril 2023, on peut recenser 5 murs qui sont colonisés par de la publicité sous forme de peinture. Il y a 5 ans, il n'y avait absolument rien. Alors on va vous faire découvrir en vous racontant un peu ce qu'on a vu comme œuvre, en vous les décrivant, en essayant de pouvoir vous les faire s'imaginer. Les premières œuvres que j'ai envie de vous décrire, c'est celle de Robert Vargas. Alors lui, c'est un portraitiste. Il fait beaucoup de visages, donc vraiment immense, hein, puisque c'est sur la hauteur de pignons de maison complet. On a beaucoup vu plutôt des types indiens, indigènes, voilà, donc de face et de profil, assez réaliste en fait dans sa façon de peindre. On a les détails des cheveux, on a les peintures sur le visage. Les visages sont quand même globalement souriants, les petites rides, voilà, vraiment bien typique indien du sud en fait, et très coloré, hein, parce que les fonds sont jaunes, roses, orange, les plumes dans les cheveux avec du bleu, voilà, vu que vous avez la peau qui est mate et les cheveux qui sont toujours noirs. Il met vraiment de la couleur dans les fonds, dans les accessoires, on voit souvent le haut, en fait, parfois jusqu'aux épaules et même pas. Donc quelques effets de couleur qu'il peut mettre dans les vêtements. Et du coup, tout l'aplat derrière est souvent très coloré aussi, pour que ça puisse bien ressortir. C'est fou de se dire, ça doit prendre quand même vachement de temps de peindre ça, et de se dire qu'un ou 2 ans après, en fait, on recommence, on fait autre chose, quoi. En fait, ce qu'on a appris, c'est que il mettait en lumière les populations qui vivaient dans le quartier il y a des centaines d'années, voire des milliers d'années. Donc c'est un rendre hommage finalement aux personnes qui ont vécu là dans le temps jadis. Alors Case McLean, ouais, c'est marqué en haut à droite. Ah, c'est un cas? D'accord. En dessous de Case McLean, si vous regardez bien, il y a marqué Boucherie Collectif. C'est C'est le nom de l'association de Joe. Ouais. Voilà, il a bien marqué qu'il faisait partie de la sauce. Et qu'est-ce qui dessine Case McLean? Des mains. Des mains. des mains. Des mains. Toujours des mains extrêmement réalistes. Ouais, c'est clair. Vous avez vu, on dirait des vrais. Hein. Ouais. Si vous regardez le reflet des ongles, le pli des mains et tout, enfin c'est vraiment, Brillant là. c'est vraiment très bien fait. Ouais. Il y a même ce qu'on voit aujourd'hui. Ouais. Vous voyez sur les côtés à gauche là, et sous le pouce à droite, il y a du violet. Vous voyez un peu le violet qui est peint là. Ouais. Le violet, c'est ça qui permet de donner une espèce de profondeur, ouais. avec la main. Donc on ne voit pas toujours le violet suivant comment c'est éclairé, mais c'est juste une petite touche qui fait changer la fresque. Pour la petite info, Case McLean, en fait, il est allemand, il a la quarantaine, il est né en 79. Et donc du coup, c'est un nom d'artiste, Case McLean, il s'appelle Andreas quelque chose imprononçable, donc je pense que pour un artiste, c'est mieux aussi d'avoir un nom bien spécifique. Et lui aussi, il a créé un collectif qui s'appelle McLean, qui font forcément des œuvres murales de style photoréaliste. Et les mains sont vraiment magnifiques, en fait, il y a une mise en relief avec le travail des couleurs, comme Audrey nous dit avec le violet, mais pas seulement. Il y a des différentes teintes du gris au rose pour mettre en avant en fait la courbure des phalanges, les petites empreintes que vous avez dans la peau, là, toutes ces mini-rides qui forment vos phalanges, et puis le brillant de l'ongle avec des touches de blanc qui viennent en fait comme des virgules former l'arrondi de l'ongle. Vraiment très réaliste, et sur des mains qui sont effectivement toujours en mouvement, en train de faire quelque chose. Donc là, c'est 2 mains qui sont serrées avec un petit bout de métal, mais il y a d'autres œuvres où c'est 2 mains qui tiennent comme un espèce de sac avec des billes, ou des mains qui sont posées sur une cuisse en train de la tenir. Voilà, c'est vraiment toujours de l'action, du mouvement dans la main, où on a l'impression qu'on est devant une photo, encore une fois, et pas devant une peinture, quoi. Alors, le prochain artiste dont j'ai envie de vous parler, c'est franchement mon coup de cœur. Il s'appelle Adam Fu, F-U.
Et en fait, il emploie une technique qui est un peu particulière, puisqu'en fait, sa peinture, c'est ce qu'on peut appeler une peinture néon. Donc comme son nom l'indique, en fait, ça ressemble comme si vous aviez allumé la peinture en fait avec un néon. Alors c'est extrêmement particulier parce qu'à l'œil nu déjà, on voit que c'est un petit peu brillant, voilà, que la couleur ressort. Et en fait, quand on la prend en photo, cette fresque, avec un téléphone hein, simplement, eh ben, on a vraiment cet effet néon qui apparaît à l'écran. Alors ça peut paraître magique, c'est qu'en fait nos yeux, quand on regarde la fresque, c'est plutôt terne, alors que quand on regarde au travers d'un téléphone, c'est hyper brillant. C'est quoi la magie en fait hein? Il n'y a pas de poudre magnétique ou je ne sais quoi dans la peinture, simplement en fait au centre du trait, il y a un trait blanc. Donc en fait, on a un trait de couleur, un peu fluo, et au centre du trait, il a repassé avec un trait blanc. Et ce mélange couleur et trait blanc fait que sur un écran, ça donne vraiment un effet néon. Donc c'est hyper impressionnant et voilà, c'est une technique que je ne connaissais pas et qui amène un rendu très sympa. Et donc là, par exemple, on est devant un mur et il y a des mots en fait, hein, hip, no, ledge, hope, move, men, écrits donc en grosses lettres avec cet effet néon. Et là, il y a un deuxième artiste au centre de la fresque qui a peint quelque chose. Donc cet artiste, il s'appelle le Water Tank Guy, donc WTG. Et donc comme son nom l'indique, c'est un personnage animé en forme de réservoir d'eau. Donc les fameux réservoirs d'eau qui se trouvent en haut des immeubles. Donc là forcément il est un petit peu caricaturé, il a une bouche, il a des jambes. Il a toujours un sourire en fait, on voit ses dents apparaître. Donc voilà, c'est le Water Tank Guy qui est en plein milieu de la fresque. Et là celui-là en l'occurrence il a des baskets par exemple. Voilà, c'est rigolo. Deuxième fresque du fameux Adam Fou. En fait là on est sur un rideau en fer d'un magasin. Et donc sur ce rideau en fer on a une rose en plein milieu et derrière on a un serpent bleu. Et on voit la langue du serpent rouge qui dépasse tout en haut. Donc, ce serpent il est enroulé un peu comme le caducée en fait des médecins. Donc on a cette superposition de la rose en plein milieu et en dessous un serpent bleu avec cet effet néon. Donc on est vraiment comme si on avait allumé le store du magasin. C'est vraiment un effet très bluffant, très sympa. Alors moi je suis subjuguée par toutes les peintures qu'on voit, elles sont toutes dans des styles différents, mais s'il y en a une qui me scotche, en fait c'est celle de Helm Status. Alors c'est tellement réaliste en fait, comment vous décrire? Vous avez l'artiste qui a son téléphone devant lui, qui tend la main, et dans sa main il a une boule en verre, et en fait il prend cette boule en verre en photo, qui donc reflète sa propre image en train de tenir son téléphone, et tout l'arrière-plan, c'est-à-dire la ville derrière lui, un bâtiment, un poteau électrique, etc. Donc il a cette image, en fait, il a la photo de ce que son téléphone prend en photo. Vous voyez, un peu comme quand on se regarde dans un miroir, qui est lui-même reflété dans un miroir, qui est lui-même reflété dans un miroir, où vous voyez plusieurs fois. C'est un peu cet esprit, un peu... voilà, j'ai vraiment l'impression que tu rentres dans la photo, et en plus elle est hyper réaliste. C'est des détails en fait de chaque image, de la précision de la boule en verre et du reflet qui se fait dedans. J'ai été vraiment, voilà, vraiment subjuguée quoi. Alors c'est parti, donc on continue d'enchaîner sur les fresques. Alors là je suis désolé pour vous, mais je n'ai pas l'auteur de cette caricature. En gros c'est une caricature de Donald Trump. Et cette caricature, il faut savoir qu'elle a été peinte avant l'élection qu'il a élu 45e président des États-Unis. Donc cette peinture a été faite avant les élections. Et après les élections, on a commencé à voir apparaître, et il y a encore des traces, des jets de peinture blanche en fait, qui recouvrent partiellement la fresque. Donc on peut estimer que ce ne sont pas des partisans de Trump qui sont revenus après coup lui compléter son portrait. Et ça nous permet en fait de nous rendre compte qu'en gros aux États-Unis, il y a 3 sujets qui ne sont absolument pas tabous, avec lesquels vous pouvez discuter, enfin vous pouvez parler de ces sujets-là à n'importe qui. C'est la politique, l'argent et la religion.
Là, clairement, que ce soit dans la famille, entre collègues, il n'y a aucun tabou sur ces sujets-là. On ne peut pas dire qu'en France, ce soit tout à fait pareil. Hein. Voilà, donc, en tout cas, c'est vraiment une caractéristique des États-Unis. Il n'y a pas que des œuvres qui sont tout le temps en couleur, il y a aussi des œuvres très connues, ou en tout cas des artistes très connus, qui font du graphe souvent en noir et blanc, voire en ombre, en personnage ombré noir et blanc, ou avec des petits détails, avec une seule couleur, par exemple, qui peut être du rouge, avec un accessoire ou un motif qui se répète. Et là, je vous avouerai que j'ai un petit peu du mal, je pense que j'arrive toujours pas vraiment à faire la différence, mais bon, parce que je m'y attelle pas assez. Est-ce qu'Arnaud, tu peux nous en dire plus sur Banksy et sur Jeff Aerosol? Alors Banksy, ça m'étonne pas en fait que tu as du mal à savoir qui il est, parce qu'en fait il est très discret. Il veut surtout pas que son visage soit connu, donc il fait tout pour peindre dans l'ombre, si je puis dire, en tout cas en extrême discrétion. Il déteste d'ailleurs que les fresques aient un prix de vente très important, qu'il y ait des œuvres qui soient vendues aux enchères avec des prix déments. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle en fait, il avait créé une œuvre qui s'autodétruirait si elle était vendue. Donc il avait fait toute une simulation chez lui en atelier où le tableau en fait passerait dans une machine qui le découperait. Et donc la vente a bien eu lieu. Et le mécanisme en fait s'est enclenché, sauf qu'il s'est interrompu à mi-hauteur. Et donc malheureusement, ça n'a pas empêché la vente de se faire. Le prix a été dingue. Et aujourd'hui, il y a une demi-œuvre en fait qui est disponible pour la personne qui l'a acheté. C'est même pas le Daft Punk du street art, quoi. C'est même pas qu'il apparaît masqué, c'est qu'on ne sait pas qui c'est en fait. Exactement, on ne sait pas qui c'est. Personne n'a jamais vu son visage. Et donc le plus symbolique de ces dessins, c'est quoi? Un petit enfant qui est assis un peu recroquevillé avec... Ah non, ça c'est... Ça c'est Jeff Aerosol. Ah mais j'y arriverai jamais décidément. Donc lui c'est quoi? Une petite fille debout avec un ballon en forme de cœur? Ouais, par exemple. D'accord, ok. Alors ça reste des personnages noirs et blancs, hein, mais pas que. Des fois il y a une petite touche de couleur un peu pastel. Voilà, c'est vraiment un peu diversifié. Très diversifié. C'est beaucoup des personnages quand même. Et sur Jeff Aerosol alors? Je vais pas te parler de Jeff Aerosol, je vais juste redonner une anecdote sur Banksy. C'est qu'en fait il a tellement été en mode discret que parfois il se dévoile quand même auprès du public et personne ne sait que c'est lui. Et donc typiquement il est déjà exposé en fait des gravures dans Central Park. Il vendait à la sauvette 20 $ la gravure, comme ça, en toute anonymat. Et il y a même une Australienne un jour qui lui a acheté une gravure à 20 $. Et puis en fait elle a appris plus tard que c'était Banksy qui était vraiment dans le parc, qui lui a vendu cette œuvre. Et donc en gros elle se retrouvait en possession d'une œuvre qui peut valoir jusqu'à 200 000 $. Quoi. Donc, si je vous recommande une activité à faire, c'est de vous balader dans Central Park, de guetter s'il n'y a pas quelqu'un qui vend des œuvres et de croiser les doigts pour que ce soit Banksy. Énorme. Alors je sens ton impatience sur Jeff Aerosol. Alors il faut savoir que Jeff Aerosol, comme son nom ne l'indique pas, c'est le premier français graffeur. Donc c'est un peintre des années 80 à Paris. Mais bon, ça passait pas bien là-bas, dans les années 80. Imaginez, les gens qui font des tags, c'est pas très bien vu à cette époque-là. Déjà, même en ce moment, c'est pas forcément bien vu en France. Et donc lui, il a un récurrent, c'est un personnage noir et blanc, c'est plutôt un garçon, d'ailleurs un jeune garçon. Et il y a une flèche rouge qui est pointée vers lui. Alors ça peut être aussi un adulte, avec aussi cette flèche rouge. Donc ça c'est vraiment typique de Jeff Aerosol, un personnage noir et blanc avec une flèche rouge. Et alors Cocorico, si c'est un français, il s'exporte bien ce français du coup, à part aux États-Unis? Il est connu partout dans le monde ou il est vraiment connu par exemple à Bushwick? Je pense qu'il est connu en Chine. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, je ne sais pas qu'est-ce qui l'a incité à faire ça, mais il s'est lancé le défi en fait de peindre son petit personnage là, avec la flèche directement sur la muraille de Chine. Wow. Ça c'est un sacré défi parce qu'à mon avis ça doit être bien gardé, ça doit être interdit d'accès à ce genre d'art. C'est clair. Donc il a réussi à le faire, à le prendre en photo, il est parti, et bon, ça a été effacé bien entendu très rapidement. Et il s'est pas fait prendre. Donc franchement
il a réussi son pari. Ce qui différencie un peu peut-être ces artistes-là de ceux qu'on a vus jusqu'à présent qui peignaient des pignons entiers ou des murs entiers, c'est qu'en général les dessins sont pas très très grands quand même. Enfin, de ceux qu'on a vus. Ouais, Ils sont assez discrets dans un coin, au-dessus d'une fenêtre, dans un angle de mur. Il faut les dénicher, c'est un peu comme des petites pépites quoi. On vous a parlé d'artistes très connus, il en reste encore quelques-uns. Mais en parcourant les rues, on passe à côté de nombre et nombre d'autres fresques et d'autres dessins qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Donc je parierais sur l'avenir que certains vont devenir mondialement connus aussi si on ne les connaît pas actuellement. J'ai vu des abeilles sur un fond de mur noir qui viennent flirter avec un ours avec des lunettes, des dessins plus abstraits, d'espèces de personnages mi-poisson, mi-bonhomme, voilà, sur des fonds pastels avec des couleurs très enfantines, mais toujours très artistique en fait. Hein. C'est pas du dessin d'un enfant de 3 ans, c'est quelque chose qui est travaillé. Et puis on a vu aussi apparaître d'autres formes de street art. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Arnaud ? Alors, tout à fait, il n'y a pas que la peinture pour exprimer sa créativité. Il y a on peut dire des sculptures, puisqu'elles sont faites à base de fil de fer. Par exemple, là on avait une course-poursuite au ralenti, voire même à l'arrêt, entre un chat et une souris. Donc ce chat et cette souris étaient constitués de petits fils de fer assemblés, un peu comme du fil de cage à poule, rouillé. Et en tout cas, voilà, ça fait vraiment ces deux créatures qui se poursuivent sur un toit, donc là c'est à la verticale. On a aussi de la mosaïque, donc là c'est un peu plus classique. On a également une technique de pochoir, et ce qui est certainement parmi les moins connus, ça s'appelle du Yorm bombing. Et en gros ce sont des fils de laine qui sont tissés, rassemblés et qui forment également des personnages. Alors on continue notre chemin et en fait Audrey veut nous amener dans ce qui est aussi caractéristique de ces quartiers un petit peu en mutation et puis où on dénonce un peu tout le capitalisme et la production intensive, puisqu'elle va nous permettre de se rendre dans un magasin, une friperie en fait, de la seconde main, troisième main, et etc. de vêtements, avec des vêtements qui viennent de diverses origines, que ce soit professionnelles ou personnelles, individuelles. Et devant ce magasin, on est encore estomaqué devant la beauté des fresques. Moi, je me fais prendre en photo devant tout un grand pignon de mur qui est avec un fond un peu galactique, avec des petites étoiles, etc. Donc un bleu marine noir, mais avec des espèces d'éclairs roses, des nuages nuancés entre le violet, le blanc, le rose. Et puis un visage de femme noire américaine très maquillée avec le liner, les faux cils, les lèvres où on voit en fait le pulpé des lèvres comme si c'était en 3D, avec toutes les petites veines qu'on a, enfin toutes les petites ridules qu'on a, et puis le relief avec des petites marques de blanc pour faire se bomber, pareil dans l'arcade sourcilière en dessous du sourcil, l'œil qui est vif. Enfin, j'ai trouvé ça magnifique. Et juste en face, sur le pignon du magasin, on a un artiste qui a dessiné en fait une baleine, vraiment très réaliste, mais par contre son corps est fait d'un patchwork, comme si, vous savez, les couvertures avec tous les petits carrés de tissu, bah, c'est le même principe en fait, c'est comme si le corps de la baleine était fait que de ça. Donc c'est comme si c'était plein de petits carrés de tissu assemblés pour faire la baleine. Et puis tout autour, vous voyez qu'elle est enchevêtrée dans des cordes de filets de pêche, avec les petits flotteurs des filets de pêche. Il y a un amas autour d'elle comme ça, et ça dénonce un peu en fait toute la société de consommation, et puis les choses intensives que l'être humain peut faire qui mettent en péril en fait la nature, quoi. Je crois que ça existe, des choses gratuites à New York? Même pas, je sais même pas. C'est obligé, il y a... C'était bien, même bleu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah oui, tout à l'heure, la jeune fille là, elle a dit que respirer c'était même payant. Ouais, influenceuse. Ouais. En fait, c'est extrêmement cher. Il y a eu un moment où on disait, ouais, on achetait un jean pour $40. Ouais, effectivement, $40 pour l'instant. T'as raison, Johan, j'ai rien vu, aucune fringue à ce prix-là, quoi. Tout est extrêmement cher.
Maintenant, justement, on va rentrer dans cette friperie. Et a priori, c'est un peu ce que les Américains, en tout cas les New-Yorkais pratiquent. C'est du seconde main, du vintage. Hein. De toute façon, c'est le principe du hipster, de ne pas acheter et consommer et de réutiliser jusqu'à ce que tu puisses venir vraiment utiliser le produit à son maximum. Donc let's go dans cette friperie qui a priori va de quelques dollars à une dizaine ou une vingtaine de dollars maximum le vêtement. Donc hyper intéressant peut-être. Alors on est dans un bâtiment qui fait un peu industriel, hangar en fait. Il y a des rayonnages interminables de toutes sortes, multicolores. Hein. Vous avez des rayons jeans à n'en plus finir, vestes en jean aussi, tout un rayon avec des salopettes, vous avez un rayon aussi avec des vestes de l'armée, que ce soit l'armée de terre, armée de l'air, enfin US Navy, etc., américaine. Différents types de camouflage, du camouflage très clair comme on voit certains GI, ou alors plus foncé comme nous on a plus l'habitude dans nos armées à nous. Elles ont parfois encore des écussons, parfois encore même le nom en fait du soldat, et parfois les écussons ont été arrachés donc elles peuvent être abîmées. Moi, ce qui me surprend, c'est que, moi je m'étais fait une idée, on se fait souvent une idée de dire les Américains sont quand même assez forts et costauds, donc je m'étais dit no problème, je vais trouver sans problème ma taille aux États-Unis. Je peux vous dire qu'à New York, ils sont gringalés, hein, parce que même dans les vêtements des soldats, c'était que des petites tailles, XS, S quoi. Donc soit ils sont miniatures, les soldats américains, je sais pas, mais ou alors ceux qui remettent leurs vêtements dans ces friperies le sont. Mais franchement, j'étais serrée dans les vestes. Je suis pas un petit modèle, mais quand même, je m'attendais à des soldats hyper baraques. C'était des toutes petites vestes, quoi. Je vous parle pas des vestes en jean qui étaient vraiment en taille XS. Mais on a quand même quelques filles qui ont trouvé leur bonheur et qui ont eu la joie de pouvoir s'acheter quelques souvenirs. Un magasin vintage, un piano, Soraya. Tous les ingrédients sont réunis pour entonner un petit air. Donc là, on se promène dans la rue. Et sur quoi on tombe? Une voiture qui est garée le long du trottoir. Jusque-là, vous allez me dire so what? En fait, c'est une voiture qui est elle-même peinte. Il y a énormément de touches de couleurs, des bandes de couleurs très différentes. Il y a du rose, il y a du bleu, du orange, du vert. Donc elle est hyper colorée. Elle a un coffre de toit qui lui aussi est coloré avec des pois orange sur fond bleu. Il y a une espèce de couleur de peinture rouge un peu sanguinolent qui font le tour de ce coffre de toit. Et pareil, dans la voiture, il y a des peluches, il y a des personnages, des licornes, il y a énormément de choses customisées à l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment une voiture à l'image du quartier en fait, du décor. Je vois encore un volant avec un aspect léopard coloré. Donc c'est vraiment l'intégralité de la voiture qui est customisée. Et sur le coffre de toit, il y a 4 lettres L, Z, P, Z en blanc. Et sur la carrosserie à l'arrière, on voit M, E, A, S, O. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, c'est très énigmatique comme voiture. Mais encore une fois, qui se confond bien dans le paysage. Ouais, il a changé un peu la société canadienne. En se baladant dans Bushwick, on a quand même remarqué, on l'avait dit au début, qu'il y a encore tous les câbles électriques aériens, etc. Donc c'était pas encore hyper modernisé dans la transformation du quartier. Et il y a une chose qu'on a remarqué, c'est que régulièrement, on voyait des chaussures accrochées au câble électrique. C'est pas quelque chose qui m'a choqué, parce que je sais pas, c'est quelque chose que dans ma tête, c'était quelque chose qui existait. J'en ai déjà vu un peu en France, mais vraiment de façon anecdotique. Et j'ai déjà vu aussi un reportage à la télé où il y avait une artiste qui pendait des chaussures, je crois que c'était en Amérique du Sud,
mais un peu du style pour défendre le droit des femmes, chaussures à talons hyper flashy, accrochées comme ça au câble électrique dans des quartiers du Brésil ou d'Amérique du Sud, je sais plus. Donc je me suis dit peut-être c'est du street art, mais quand même là, ça sonnait pas vraiment street art dans le style des chaussures, donc Audrey nous a expliqué un peu en quoi ça pouvait bien consister. Alors ça, c'est deux choses. Soit c'est parce que c'est pour dire qu'il y a un dealer de drogue. Voilà, chaussures sur un câble électrique, c'est que c'est un repère de drogue en fait, donc c'est pour aller acheter de la drogue. C'est l'enseigne. C'était pour à l'époque séparer les territoires des gangs. Aujourd'hui c'est devenu un phénomène de mode. Hein. Il y a quelqu'un qui a accroché ses chaussures, qui a posté ça sur internet et qui a dit laissez vos chaussures partout où vous allez, comme ça vous laissez votre marque. Et donc c'est bien. En termes de guerre de gang maintenant, c'est dans quel quartier alors? Il y a pas. Il en reste encore quelques-uns dans le sud du Bronx et dans mais il n'y a plus de problème avec les gens. Après cet épisode chaussures, on continue dans la rue et là on remarque des vieilles maisons avec des façades en bois, vraiment à l'ancienne, type maison américaine, avec les façades qu'on peut voir dans les vieux films. Et en fait on n'en a pas vu beaucoup sur Manhattan, on en avait vu dans le Queens quand on venait de l'aéroport. Tout ça, ça s'explique, c'est que avec les gros incendies qu'il y avait eu dans les années 1835, il y avait eu des gros incendies à New York et du coup les maisons en bois avaient toutes brûlé, hein, et donc il était interdit depuis lors de construire en bois sur New York. Mais à l'époque, New York, ce n'était que en fait l'île de Manhattan et le Queens et puis Brooklyn, en fait, c'était des villes indépendantes. Donc elles ont pu garder le fait de pouvoir continuer à construire en bois, et c'est pour ça qu'il y en a encore quelques-unes qui existent dans ces grands quartiers, contrairement en fait à Lille, quoi. En fait, c'est marrant parce que ça nous fait vraiment penser aux films américains, voire aux maisons qu'on voit dans le Center Park, parce que ça fait vraiment petite maison de poupée, enfin petite ou grosse maison d'ailleurs. Ouais, moi ça me fait penser aussi aux émissions que je regarde à la télé. C'est toujours des Américains qui retapent des maisons là qu'ils achètent sur les chaînes de la TNT. Et bien souvent, oui, elles sont toutes en bois, quoi. Vraiment avec le bardage bois, les bords de fenêtres en bois, la toiture même avec les tuiles en espèce de shingle, là, les trucs tout mous, plats, un peu goudronnés. Voilà, elles sont vraiment typiques comme ça, ces maisons. Pour moi, c'est la maison typique américaine, quoi. Après, il y a Bugs Bunny en mode musclore. Regardez aussi là-bas, vous voyez celui avec qui part avec les grandes oreilles. Ouais. Ça, c'est un artiste. Waouh. Il y avait une abeille. J'ai cru que c'était aussi ça. Je croyais qu'elle avait reconnu l'artiste. Alors effectivement, une abeille ou une guêpe qui tourne autour de soi, ça peut faire peur. Et donc il y a bien une fresque devant nous avec des personnages, genre caricature avec des grosses oreilles. Ça nous permet de voir pour la première fois Joe, donc le fameux Joe sans qui tout ça ne serait pas arrivé. Donc il est accompagné d'autres stars locales qui ont beaucoup contribué à l'association, la Bush Week Collective. Et puis on voit également, juste à côté, il y a une caricature d'Einstein. Donc là, il n'y a pas que des célébrités locales, hein, il y a aussi des personnes mondialement connues. Donc voilà, c'est vraiment une caractéristique de cet artiste, qui s'appelle Cypros. Regardez en face, alors le gorille est pas mal, hein. Il vient de Miami, lui, celui qui a fait le gorille. Mais je vais vous parler, moi, de celui qui est à côté. Vous le connaissez ou pas, le monsieur à côté là? Le maître Gims. Pas que je doute que Maître Gims ne soit pas connu aux États-Unis, mais enfin non, c'est pas Maître Gims. C'est Notorious Big, ou Biggie. C'est parti des gros rappeurs américains des années 90. Il venait de Brooklyn, donc c'est une légende en fait, c'est un dieu vivant, hein, à Brooklyn. Il a été à l'école avec Jay-Z, c'était vraiment les deux artistes qui représentent Brooklyn. Et il a aussi beaucoup participé en fait à parler positivement de Brooklyn, puisque comme on l'avait dit au début, voilà, ce côté-là, Brooklyn c'était peu fréquentable, et puis il fallait tout mettre en œuvre pour en parler positivement. Il a fait des actions aussi pour mettre en avant le sport pour les jeunes,
faire des actions sociales, voilà, pour un peu sortir de la misère. Et c'était vraiment un du vivant. Sauf quand dans les années 90, les rappeurs, il y avait encore ces histoires de gangs, il y avait encore ces histoires de clans. Et en fait, lui, il s'est retrouvé opposé à Tupac. Tupac, c'était le rappeur américain de New York, donc de l'autre côté de la rivière. Et en fait, Tupac a été assassiné. On a dit que ça avait été commandité par l'équipe en fait, de Notorious Big. Et donc Notorious Big a été assassiné en retour. Donc c'est vraiment, ça a été deuil national à Brooklyn. C'est vraiment une légende vivante. Et donc ce portrait en fait de Notorious Big sur les murs de Bushwick, en fait, il est bien particulier. Et il a la capacité de ne pas suivre les règles du recouvrement en fait, régulier qu'a mis en place Joe. Alors en effet, comme on vous l'avait dit, toutes les œuvres qui sont dans les différents quartiers ont une durée de vie à peu près de 2 ans. Et bien celle-là, celle de Notorious Big, ça fait 10 ans qu'elle existe. Et d'ailleurs les couleurs ont été ravivées en fait l'an dernier, en 2022. Donc ça montre bien que on ne supprime pas Dieu dans le quartier. Donc c'est important de cultiver sa mémoire grâce à cette fresque. Encore une preuve que le quartier est en train de changer. Il y a un lieu qui est assez connu par les Américains, ça s'appelle le Low 45, Low 45, où on mange, il y a des DJ qui viennent le soir, a priori pour sortir, c'est super sympa. Et puis il y a un concept aussi qui se développe où un propriétaire en fait a créé des petites salles de concert et en fait il crée des appartements au-dessus avec des mini rooftops et plein de petits endroits, plein de petites terrasses. Et en fait, les artistes peuvent rester le soir et dormir sur place après le concert. Ce qui est un concept quand même, puisque en général, les artistes, plus t'es connu, plus tu fuis quand même le lieu de concert parce que tu sais que tous les groupies vont être là. Donc je pense que ça doit être pour des artistes en devenir, pour vraiment découvrir aussi des artistes. Mais ça a l'air pas mal. Il y a même des piscines sur le toit, un truc vraiment de luxe qui se développe. Donc le quartier prend vraiment de la valeur, quoi. Allez, on reprend le métro en direction donc, de Bushwick vers Manhattan et on va s'arrêter à la dernière station de métro avant la rivière. Donc avant de repartir à Manhattan, vraiment côté Brooklyn, mais dernière station de métro. Donc là, nous sommes sortis à la station Bedford. Donc on est dans le quartier Williamsburg. Donc c'est un quartier qui, dans les années 70-80, en gros, c'était une casse à ciel ouvert de voitures, avec de l'achat-revente de pièces détachées directement à la sauvette. Bon, là, ça n'a plus rien à voir. Hein. On est vraiment même... on est dans l'ère post-Bushwick. Puisqu'il y a quelques années, ça ressemblait à Bushwick. Aujourd'hui, avec la gentrification, l'amélioration, le fait qu'il y ait des magasins qui s'implantent, etc., on est passé à un stade supérieur de modernisation, de services, de restaurants, etc. Donc en fait, si on devait résumer ou attribuer un nom à la population de Williamsburg, quel nom on lui donnerait? Ah bah ce sont les hipsters. Et les hipsters, donc, comme on le sait, qu'est-ce qu'ils aiment pas? Ils aiment pas les marques, hein, tout ce qui est fabriqué par des entreprises en fait. Ouais, l'industrialisation, ils aiment pas trop. La grande enseigne, le marketing, eux ils aiment le fait maison, la deuxième main, le recyclage, le homemade, le bio, les petits maraîchers, bref plein de petites boutiques, donc c'est un peu ce qu'on voit autour de nous.
Et c'est un peu ce que notre guide essaye de nous montrer. On n'a plus du tout les fils en l'air comme on a à Bushwick, on est vraiment passé dans une autre ère, mais avec plein de petites enseignes et il y a beaucoup plus de monde. Par contre, Audrey va nous faire remarquer quand même quelque chose. Je vous ai aussi menti il y a 2 secondes, puisque je vous ai dit qu'il n'y avait pas de marque. Regardez, au coin de la rue, nous avons Dunkin' Donuts. Donc Dunkin' Donuts, bon magasin de donuts. On a aussi là-bas, derrière l'arbre, le Starbucks. Alors ça, le Starbucks, quand c'est arrivé quelque part, c'est que c'est la fin de tout. Hein. C'est vrai que c'est un peu contre-intuitif de voir des marques dans ce type de quartier. Quand on les regarde, elles ne ressemblent pas à elles-mêmes. C'est-à-dire que les logos ont changé de couleur, l'aspect des magasins, pareil, n'est pas dans la teinte flashy du logo d'origine. Encore une fois, c'est une approche discrète qui se fond dans la masse, qui s'adapte finalement à la clientèle. Il n'y a pas de réglementation en mairie ou je ne sais quoi, hein. Ça s'est fait naturellement avec l'offre et la demande en fonction de l'attrait pour tel ou tel type d'enseigne. Et donc c'est une approche qui est particulière et qui vise finalement d'être présent sans agresser visuellement la population. Donc les enseignes finalement elles arrivent quand même. Et petit à petit elles grignotent la place aux hipsters, mais c'est très discret pour l'instant. Mais il y a quand même plein d'autres signes. Par exemple, il y a une petite boutique qui a priori existait depuis 30 ans, de homemade, etc. Toute petite. Et ça y est, elle est fermée. Donc c'est le signe que ça va migrer vers Bushwick. Et là, on est en train de encore passer l'étape en voyant arriver les enseignes modernes. Il y a quelques magasins de luxe qui apparaissent. Et les immeubles aussi avec des logements et des appartements assez modernes qu'on voit en façade. On voit aussi arriver une autre façon de vendre du coup, donc il faut rester très neutre et aussi amener quelque chose de nouveau en fait, pas de trop conventionnel en amenant la marque, notamment par exemple H&M qui fait en fait un magasin capsule avec des thèmes en fait par période. Donc par exemple le thème printemps où toute la vitrine va être autour du printemps avec de la vente de plein de choses à l'intérieur. Qui peuvent servir à tout, depuis le vêtement jusqu'à l'habitat. Et c'est un peu du concept un peu innovant qu'on voit un peu partout, mais qui s'approprie plus à ce genre de quartier pour mieux passer en fait pour s'installer. Plus le concept, par exemple, jusqu'à imiter un restaurant. Vous rentrez, vous êtes comme dans un restaurant, et les vêtements sont cachés dans les fours, par exemple. Donc c'est vraiment une décoration très atypique, mais qui est là aussi pour justement créer de nouvelles expériences, attirer d'autres populations, etc. Et là, on passe devant un bâtiment avec une enseigne qui porte le nom d'une banque espagnole. Et en fait, quand on y regarde de plus près, c'est pas vraiment une banque. En gros, c'est un nouveau concept qui le teste en ce moment. En gros, c'est un mélange de café. On peut s'arrêter, il y a une cafétéria, on peut prendre un sandwich, une boisson. Et vous pouvez aussi rencontrer votre conseiller bancaire. Donc c'est un mélange finalement de café, de banque, de coworking aussi. On peut réserver un espace pour travailler tranquillement, avec accès à internet, etc. Donc voilà, c'est encore une fois une preuve que c'est dans ce genre de quartier que l'on teste des choses, on teste des nouvelles approches, des nouvelles expériences, et si ça marche, à ce moment-là, ce sera étendu, exporté potentiellement ailleurs. J'adore New York, magnifique. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement à New York? J'aime, je sais pas, l'ambiance. Il y a des petites boutiques de partout. Il y a tout le temps de la musique dans les rues, c'est bien. Tout le temps des gens souriants. Enfin, même les SDF qui sont avenants. C'est pas comme à Paris où il y a quelqu'un qui va... Non, en plus, je sais pas, j'aime bien New York. C'est une bonne ambiance. Après, il y a aussi beaucoup les films qu'on joue là-dedans. C'est souvent New York, c'est une belle ville, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup je sais pas, c'est l'ambiance, je trouve ça chaleureux. C'est un peu cher, sincèrement, mais franchement, j'adore. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un mall? M-A-2-L. Un grand centre commercial. Ouais, un grand centre commercial. Forcément, ici, il n'y en a pas. Parce que c'est pas du tout dans leur esprit. Donc il n'y a pas de mall, mais il y a un mini-mall. Donc le mini-mall, il est juste à côté, donc on va voir à quoi ça ressemble le mini-mall. Là, on rentre dans le fameux mini-mall. C'est un petit bâtiment
avec une rentrée principale, donc un moyen couloir, on va dire, avec des murs végétalisés. Et bien entendu, il y a un barbier, il y a des livres, un fabricant de savon, une boutique de piercing, des vêtements aussi d'occasion. Ça correspond vraiment à la culture hipster. Regardez là où la personne vient d'ouvrir le truc bleu là. Ça c'est un frigo. C'est un frigo communautaire. Hein. C'est-à-dire que n'importe qui peut laisser ce qu'il veut dans le frigo et ceux qui ont besoin peuvent venir chercher ce qu'ils veulent dans le frigo. Je vous l'ai dit, c'est un pays qui est difficile, les États-Unis. Il n'y a pas d'aide qui vient de l'État, donc les gens s'aident beaucoup entre eux. Voilà, c'est très communautaire. Et on dit d'ailleurs, soit tu as du temps, soit tu as de l'argent, mais dans les deux cas, il te faut aider les autres. Donc, soit tu vas donner de ton temps, soit tu vas donner de l'argent, mais en tout cas, tu vas donner quelque chose. J'ai retrouvé aussi la petite salle de concert, la même, vous savez, avec les appartements qu'on a vus à Bushwick. Là, à Bushwick, elle s'ouvre, et ici, à Williamsburg, et ben en fait, elle est en train de fermer. Donc, en fait, c'est la preuve que les hipsters et puis les petits concepts un peu hipsters sont en train de se déplacer vers Bushwick. Donc voilà, malheureusement, celle-ci est en train de fermer, mais c'est pour le bien du quartier d'à côté. Il y a pas mal de buildings qui sont en train d'arriver. Ça, ces buildings, c'est pour les nouveaux. Pour ceux qui arrivent après les hipsters, ceux qui sont contents de venir habiter là parce qu'il y a des magasins, parce qu'il y a des restos qui sont sympas et parce qu'on est à une seule station de métro de Manhattan. Donc ça, c'est des familles, des jeunes familles qui ont les moyens, hein, qui viennent s'installer là. Et comme cette nouvelle population arrive, donc la gentrification après les hipsters, il faut maintenant que le quartier s'adapte à eux. Donc ce qu'on a qui ouvre, les crèches, hein. Le Happy Dog. Happy Dog, c'est la crèche pour les chiens. Où tu amènes ton petit chien le matin et puis il y a des activités, les copains, et voilà, et tu vas le chercher le soir. Vous allez voir en passant devant Happy Dogs, il y a les portraits des étudiants dans le hall d'entrée. Donc tu as le truc pour les chiens, le truc pour les bébés. Tu vas avoir le salon de massage, la pédicure, le spa, la salle de sport, les banques, les compagnies de téléphonie mobile, les supermarchés, tout ce qu'il n'y avait pas il y a 1 an et demi. Et tout ça, ça arrive parce qu'ici ça va extrêmement vite. Ça tourne beaucoup. Et ces gens qui viennent s'installer là, ils s'installent plutôt de ce côté-là, les buildings ils sont là. Pourquoi? Parce qu'en face, vous voyez, il y a la rivière. Et donc, s'il y a la rivière, ça, c'est que c'est l'East River. Et donc, de l'autre côté de l'East River, il y a Manhattan. Et donc, eux, ils ont une très belle vue. Allez, on va voir la vue. Ah bah tiens, il suffit qu'on en parle et on passe devant la crèche pour chiens. Donc, effectivement, dans le hall d'accueil, on voit un tableau noir avec plein de messages, Happy Dog, Happy Together, voilà, plein de messages d'encouragement. Et au-dessus, on a des dessins en fait de chaque chien. Il y a des cockers, dogs, des petits chiens, des grands chiens. On voit leurs noms, Chunks, Merel, Ned, Hilary, Xena. On dirait vraiment une crèche, sauf que c'est une crèche pour chiens. Nous arrivons sur la jetée devant l'East River, hein, qui sépare Williamsburg de Manhattan. Alors effectivement, la vue est magnifique sur Manhattan. Donc là, c'est l'occasion de prendre de belles photos, en selfie, en groupe, etc. Ce qui me surprend, moi, c'est un bâtiment qui est juste au bord. Donc en fait, le bâtiment entier est entièrement vitré. Ça fait un aspect vraiment maritime, on croirait même un hôtel du Touquet, alors, hyper moderne, avec, je crois que j'ai compté 50 étages, donc, rien à voir avec le Touquet en fait, hein, mais en tout cas, chaque étage a, sur la vue rivière, un balcon vitré, donc il y a des balcons à chaque angle de l'immeuble, et d'après Audrey, notre guide, la location est à $12 000 par mois. Oui, tout à fait. Et donc ce sont des locations luxe avec piscine à l'intérieur du bâtiment, sur les étages les plus hauts. Voilà, donc c'est le top du top en termes de luxe. Et tout en bas, il y a des zones artificielles d'herbe. Et c'est amusant parce qu'en fait on croise beaucoup de maîtres avec leurs chiens
Les chiens n'ont pas de laisse, ils sont vraiment en totale liberté. Ça nous donne un petit peu piétonne comme on approche la rivière. Donc voilà, donc c'est encore une fois hein, le gigantisme américain dans toute sa splendeur. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, la partie basse de l'immeuble s'appelle Level BK, level-bk.com. Il est déjà la fin d'après-midi et j'ai bien envie de passer la soirée avec un ancien pote de promo d'école d'ingénieur que j'ai recontacté et qui habite à New York. On va aller le voir. Il habite sur Manhattan et il nous a conviés à le rejoindre dans un bar pour aller boire un petit verre en fin de journée, enfin en début de soirée on va dire. Donc let's go, on se sépare du groupe et on fait notre petite virée pour retrouver un pote de promo. Alors mon pote Benjamin nous a donné rendez-vous en fait au Dive 75, donc c'est un pub typique de Manhattan, au niveau de la 75e, comme son nom l'indique. On a mangé avant, on l'a retrouvé vers 21h, parce que quand on s'est appelé pour bien fixer le rendez-vous, il devait être 6h ou 5h30. Le temps de revenir sur Manhattan, en fait, il aurait déjà mangé, parce que en fait, à New York, les Américains mangent très tôt le soir. Donc c'était pour lui mieux de pouvoir se voir et de boire un verre après. Et dans ce pub, en fait, c'est un pub typique américain new-yorkais qui est en fait en espèce de R plus 0,5, je sais pas comment dire. Mais en gros, vous montez des marches, puisqu'on a vu qu'il y avait souvent en fait des marches qui permettaient d'accéder dans un demi-sous-sol sur les maisons américaines. Et donc lui, il est plutôt en niveau rez-de-chaussée, mais où il faut monter des marches. Et puis avec toutes des habitations au-dessus. Et vous avez une petite entrée voilà, discrète. En fait, il n'y a pas de grosse enseigne à l'extérieur. En fait, vous ne pouvez pas vraiment vous deviner qu'il peut y avoir un pub là, à part juste au niveau de la porte d'entrée. Et à l'intérieur, boiserie, il y a un grand aquarium, boiserie vraiment un peu type Irish. Et il nous a expliqué que c'était un pub typique comme on peut retrouver dans tous les épisodes de How I Met Your Mother. D'ailleurs, il nous a appris plein de trucs, parce que bon, on lui a raconté un petit peu le début de notre séjour, on était tout excités de lui raconter tout ce qu'on avait vu. Lui, il vit là quand même depuis plusieurs années maintenant, et il a compris le fonctionnement aussi, il nous a expliqué certaines choses. Arnaud, est-ce que tu peux nous dire justement ce qu'il nous a expliqué, qui nous a fait un peu halluciner ? En fait, ça fait quand même quelques jours qu'on est sur place, et on est très heureux déjà d'avoir un temps relativement correct. Hein. Il fait relativement chaud, mais pas trop. Parfois c'est couvert, mais on n'a pas d'eau. Alors qu'avant de partir, on avait regardé, on était là, oh là là, hyper inquiet de se dire les annonces de la pluie, voire de l'orage, sur toute la durée du séjour, qui est quand même pas très très longue, donc c'est quand même dommage si on ne peut pas en profiter. Et en fait, lui, Benjamin nous a expliqué que c'était une stratégie des services météo de New York. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si ces services météo annonce qu'il va pleuvoir et qu'au final il va faire beau, le New-Yorkais il est content. Par contre, si la météo annonce qu'il va faire beau et qu'il se met à pleuvoir, eh bien le service météo risque d'avoir une plainte, voire un procès de la part du New-Yorkais qui lui a prévu des choses et qui n'a pas pu les faire à cause de cette mauvaise prévision. Donc c'est quand même hyper hallucinant de se dire, c'est vrai que c'est à l'américaine, tout peut être prétexte à porter plainte, à chercher des dommages à intérêt pour tout et pour rien. Donc voilà, c'est quand même dingue. Sur ce, après 2 bonnes bières et quelques échanges, quelques mémoires voilà, sur les années étudiantes et sur la vie aussi new-yorkaise, on a décidé de rentrer puisque demain est un autre jour, une autre visite qu'on espère bien vous raconter et vous faire profiter avec nous. Et donc il est temps d'aller se coucher. Et oui, donc c'est la fin de l'épisode. J'imagine une certaine frustration de votre côté. C'est vrai qu'on a beaucoup vu de visuels, mais vous n'avez pas pu les voir. Alors, j'espère qu'au travers de nos descriptions, ça vous a donné quelques éléments pour vous aider à aller encore plus loin. Ce que j'ai fait, c'est que dans la description de ce podcast, j'ai mis tous les comptes Instagram des artistes que nous avons cités. Donc ça vous permettra d'avoir d'autres aperçus, d'autres œuvres. J'espère que ça vous plaira.
Il s'appelle toujours, hein, il est toujours vivant, Joseph Ficalora. Je peux pas dire qu'il est toujours vivant, c'est horrible. Premières œuvres que j'ai envie de vous décrire, c'est celle de Robert C'était Raconte-moi ton voyage. N'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur votre application de podcast préférée. Merci beaucoup, ça nous aidera à nous faire connaître. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.